Ok, on se retrouve pour un petit tutoriel, pour un petit walkthrough, comme disent nos amis anglophones, sur une photo que je viens de prendre. Voilà, j'avais envie de refaire ce genre de choses. Et en l'occurrence, c'est pour un panorama, donc on a 9 photos de mon beau ciel. On a en plus une très jolie lune, qui est peut-être pas tout à fait très nette, on verra ce qu'on peut faire aussi. Avec du matos qui est pas complètement de qualité, voilà, les images sont pas parfaites. On va voir ce que ça peut donner. Comme à chaque fois, je vais expliquer tout ce que je fais, sur quelle touche j'appuie, etc. Par exemple, pour passer en mode développement, j'appuie sur D. Pour revenir de l'autre côté en mode bibliothèque, donc les deux onglets qui sont ici, qui sont les deux que j'utilise, j'appuie sur G, D, G, hop là, comme ça. Et tout de suite, on va créer le panorama. Donc on va sélectionner les 9 photos, clic droit, fusion de photos, et nous allons créer un panorama. En l'occurrence, perspective sera sans doute le bon mode. Il y a 3 modes de panorama, sphérique, cylindrique et perspective. Et c'est suivant, c'est peut-être plus cylindrique en l'occurrence, suivant comment vous avez pris vos photos, ils vont plus ou moins s'adapter. Ouais, cylindrique fait mieux le taf. Cylindrique et sphérique en général sont assez proches quand on fait des panoramas comme ça en longueur, puisque bah, si on zoome très fort sur le centre d'une sphère, au final ça revient à un petit cylindre. Je pense que cylindrique c'est celui qui a les meilleurs résultats actuellement. Hop. Donc on va créer ce panorama en cylindrique. On peut ajuster plein d'options, déformation des bords, machin. En général, je ne touche pas trop. Et on peut voir qu'il s'occupe de faire le recadrage lui-même. Vous pouvez aussi laisser les paramètres automatiques, ça je ne touche pas puisque je préfère faire mes options moi-même et passer sur le développement moi-même sans avoir un truc prédéfini de base. J'utilise jamais de filtre par exemple, de preset pardon. Et une option qui vient, c'est de créer une pile. Donc là, vos 9 photos et la 10e qui contient le panorama vont être fusionnées en une seule pile. Donc vous allez se perdre dans ce etc. Donc au moins là, on n'aura plus qu'un seul emplacement et on saura qu'il y a notre image finale de panorama et les 9 composites qui sont stockés à l'intérieur. Donc on attend tranquillement que ça se fasse. Toupidou. Faire un peu de voyeurisme en attendant. Il n'y a plus personne au boulot, c'est normal, il est 17h30. Faut éteindre les lumières en partant, messieurs dames. Et la RAM qui commence à avoir un peu de problème. La fusion en général c'est une opération assez coûteuse, que ce soit pour faire de la HDR. Donc oui, là on a fait un panorama, mais de la même façon dans le menu fusion de photos, vous avez aussi HDR qui vous permet de prendre 3 images ou 5 images ou 7 images ou peu importe le nombre de photos que vous avez capturées en bracketing, donc à des expositions différentes, et de les fusionner en une photo qui aura donc une plage dynamique, donc une plage de couleur et de luminosité plus grande, donc vous allez récupérer des détails dans les hautes lumières et dans les ombres. Et de la même façon, vous pouvez faire un panorama HDR, donc là vous allez multiplier, par exemple si j'ai voulu pour cette photo faire un panorama HDR, bah, j'aurai non pas 9 photos mais probablement 27, puisque j'aurai triplé mes expositions sur chacun des clichés. Et donc voilà, Lightroom vous offre déjà ces 3 possibilités à l'intérieur, ce qui est très pratique, parce que sinon avant il fallait les aligner manuellement sous Photoshop, c'était extrêmement long, extrêmement relou, un petit peu comme la fusion de photos, qui est extrêmement longue. Alors on meuble comme on peut, écouter de la musique en attendant, on profite de sommer VSO et kicker ça, alors que la fusion termine. Donc là comme vous voyez les 9 photos ont disparu et sont stackées en une seule. Alors pas d'inquiétude, hein, les photos n'ont pas disparu, si vous cliquez sur 10, hop, tout se remonte. Vous voyez les 9 photos ainsi que le composite et vous avez juste à recliquer sur cette première photo pour cacher la pile. Donc là on se retrouve avec notre photo complète et on va voir ce qu'on peut en faire. Qu'est-ce qu'on peut en faire? Alors moi déjà j'ai vu qu'on avait une belle lune et c'est ce que j'ai envie de garder comme sujet.
Et je ne veux évidemment pas de mon toit et j'aime bien éviter autant que possible la ville aussi. Tac. Peut-être faire quelque chose comme ça. Là je pense qu'on va trop perdre en hauteur. Le but c'est pas d'avoir une bonne photo hein, à la fin. Malheureusement avec la vue que j'ai de la ville, je me retrouve trop facilement avec du negative space si je prends des photos. Hop. Là j'aime bien le crop à droite. Ça au pire ça peut dégager dans Photoshop. On va se contenter de ça pour l'instant. Alors, je pense qu'on va essayer d'avoir un petit look. Ouais, je trouve ça un peu trop brutal. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va hop, déverrouiller la photo histoire de pouvoir cropper plus librement, juste histoire d'avoir un peu un arrondi des deux côtés et que ça soit pas brutal sur la façon dont les montagnes s'arrêtent. Alors, on va essayer de partir, je pense, sur un petit look un petit peu silhouette pour la montagne et se concentrer vraiment sur ces nuages qui étaient, ma foi, très jolis. Donc peut-être baisser un petit peu la luminosité pour commencer. On va augmenter un petit peu les hautes lumières, histoire de remonter l'intérêt du regard sur ce ciel, et baisser les ombres, alors que normalement on a plutôt tendance à baisser les hautes lumières pour récupérer des détails dans le ciel, et augmenter les ombres pour récupérer du détail sur la montagne. Mais là, quand on part sur un petit look silhouette, je pense que c'est plus l'inverse qui va nous intéresser. Top, quelque chose comme ça. Ok, donc Shift S pour passer entre les modes avant et après. Et si vous voulez plus d'immersion dans ce que vous faites, vous pouvez appuyer sur L une première fois, une deuxième fois. Et comme ça vous voyez l'image uniquement. Et tout le reste est noirci autour. Et vous pouvez toujours faire muse entre le avant-après. Parce que vous pouvez évidemment vous mettre en plein écran, vous aurez une meilleure vue de l'image, mais vous n'aurez plus accès au avant-après. Voilà. Tout de suite on va aller dans l'étalonnage, voir un peu ce que ça peut donner. On va commencer par le bleu et voir ce qui se passe. Hop, si on s'amuse un peu avec. Donc je pense qu'on va le baisser un petit peu. Étalonnage, j'aime bien regarder dès que j'ai fini les réglages ici. Donc augmenter un peu ça et ça par exemple. Donc une fois que j'ai fait ces quatre choses en général, je descends directement dans l'étalonnage pour changer la façon dont les couleurs vont se comporter. Et une fois que ces réglages de base sont faits, je vais me concentrer vraiment sur les modifications que je vais apporter à mon image. Donc là j'aime bien ce rendu un peu rosé des nuages, donc on va éviter de partir sur un truc plus orangé. On va rester je pense sur ces teintes un petit peu rosâtres. Hop. Peut-être quelque chose comme ça. Et après on peut jouer avec la saturation, donc par exemple je pourrais décider que les teintes rouges vont être complètement désaturées, ou à l'inverse que ce sont les teintes bleues que je veux complètement désaturer. Et au final, comme on agit sur les composantes et non pas sur les couleurs dans cet onglet, et ben finalement ça va affecter un peu tout. Donc vous voyez que ça soit le vert, le bleu ou le rouge, et ben je finis toujours par taper un peu sur le rouge rosâtre des nuages. Tac. Donc ça après ce côté là c'est vraiment à l'appréciation de l'œil et de ce qu'on veut obtenir. Et je pense qu'on est pas mal, on obtient plus une teinte de crépuscule quoi, avec un ciel qui est un peu plus violacé et ces traînées qui restent un petit peu rose, orange et assez lumineuse, qui est ce que je voulais. Après, toujours dans cette optique de faire le plus général d'abord, puis d'aller dans les détails, j'aime bien aller regarder ce que Virage Partiel peut proposer. Donc là, on sait qu'on va avoir des hautes lumières qui seront au niveau du ciel et des ombres qui vont être au niveau de la montagne. Donc par exemple, les ombres vont sans doute pas affecter grand chose puisque c'est déjà relativement sombre. Pour regarder ce que ça va faire avant de vraiment développer, vous pouvez appuyer sur la touche Alt et jouer avec le slider. Et donc vous allez voir ce qui va se passer si vous étiez complètement saturé au niveau de l'image complète.
Donc là on va voir que mes ombres vont devenir plus bleuâtres si je me mets là, ou plus rouge-rose si je viens là. Et si je relâche la touche Alt, eh bien hop, on voit qu'il ne se passe rien, parce qu'en vérité j'ai pas encore touché à la saturation, qui va être le moment où je vais vraiment appliquer. Alt, ça vous permet juste de voir ce qui se passerait si vous appliquiez la saturation à fond. Donc maintenant qu'on sait qu'on est à peu près sur la teinte qu'on va vouloir avoir, quelque chose de plus bleu, de plus froid, pour refroidir un peu le ciel et la montagne, et ben on va pouvoir augmenter la saturation jusqu'à un point où on aime bien. Donc sans doute quelque chose comme ceci. Et on va pouvoir faire de même dans les hautes lumières, donc les hautes lumières ça va sans doute être plus ce côté là, et les nuages un peu. Et donc là on va sans doute pouvoir aller plus sur quelque chose d'orange pour reproduire un peu les couleurs qu'on aurait avec un soleil couchant. Voilà, donc on se retrouve avec quelque chose qui est assez naturel ma foi. Donc à chaque fois que j'ai zoomé, j'ai vu aussi qu'il y avait un petit peu de grain, un petit peu de bruit pardon. Donc on va venir tout de suite faire un petit coup de réduction de bruit. Comme on a une photo qui est avec des nuages qui sont assez doux, on va pouvoir se permettre de la monter très haut. Et comme on veut pas du tout de détails dans la montagne, et ben c'est pas grave si on est à fond et que on n'a plus aucun détail. Au final ça va juste lisser encore plus les nuages. Et vu que notre premier plan c'est une silhouette, ce n'est pas très important. Hop, on va sans doute s'arrêter plus par là quand même, sans trop abuser. Voilà, là on a vraiment cette notion de bruit qui disparaît, et ça rend pas trop mal. Une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir commencer à s'intéresser texture, clarté, normalement c'est à ce moment là que j'y viens, mais finalement vu que ici on part sur quelque chose où on veut un ciel vraiment très épuré et un premier plan où finalement les détails ne nous intéressent pas, ben, on n'est pas très intéressé par ce slider. En revanche je pense que courbe de tonalité peut être quelque chose de relativement intéressant, puisque on veut accentuer le contraste de cette image. On va... alors la courbe de tonalité, comment elle marche? Vous imaginez un histogramme, donc un peu comme celui que vous avez en haut, qui représente à gauche les tons les plus sombres, et à droite les tons les plus clairs. Donc le point le plus à gauche c'est le noir complet, le point le plus à droite c'est le blanc complet. Et sur l'axe vertical, ça va représenter l'intensité que vous voulez donner à ce pixel. Donc si par exemple je prends le point le plus noir et que je le monte à fond, et ben tous les points noirs vont devenir 100% blancs. Et le problème c'est que comme il s'agit d'une ligne, eh bien le point le plus blanc était déjà à 100% blanc, et donc je lui dis que tous les points entre le point le plus noir et le point le plus blanc vont être 100% blancs. Ce qui fait qu'on a une image qui se retrouve comme ça. Et je pourrais rajouter un point au milieu et lui dire que je veux que plus c'est sombre, plus c'est clair, plus c'est clair, plus c'est clair, mais au milieu, j'aimerais bien quand même récupérer un peu de détails. Donc on va se retrouver avec les montagnes qui étaient très sombres, qui sont complètement blanches, les parties normales du ciel, donc qui étaient déjà très éclairées, qui restent très éclairées, mais les parties centrales où il y avait un peu d'ombre, donc qui étaient les parties nuageuses, qui vont être au milieu et qui savent pas trop quoi faire entre être complètement sombre ou complètement éclairé. Donc voilà, c'est comme ça que ça marche, la courbe des tonalités. En général, quand on veut un look un petit peu moody, un petit peu, comment dire en français, un petit peu terne, enfin pas terne, mais aplati, mais en même temps on rajoute du contraste, on va faire ce qu'on appelle une courbe en S. La courbe en S, c'est ce qu'on fait en général quand on veut du contraste, c'est-à-dire qu'on va rajouter 2 points, ici et ici. On va augmenter celui des hautes lumières pour ajouter du contraste dans les hautes lumières. Et on va baisser l'intensité des ombres pour ajouter aussi du contraste de ce côté-là. Donc on va augmenter le contraste général de l'image. Au final, ça reviendrait un peu à ce que j'aurais pu faire ici. Voilà. On a un rendu qui est globalement le même. Là, je le pousse à fond histoire qu'on voit bien. Hop. Sauf que là, du coup, on va pouvoir jouer avec plus de précision et par exemple décider que on veut que les ombres et le noir complet soient un peu plus lumineux. Et de la même façon que le ciel soit un peu moins lumineux. Donc on va se retrouver avec une image qui a une palette de couleurs moins large, puisque les noirs complets n'existent plus et les blancs complets non plus. Mais en même temps une image avec plus de contraste, puisqu'on a créé cette courbe en S, où on va avoir des ombres plus fortes et des hautes lumières plus fortes, en gardant un équilibre au milieu.
Là, vu qu'on part sur quelque chose en silhouette, c'est pas du tout ce qu'on va faire, c'était juste pour vous montrer ce qu'on peut faire en général et ce qu'on va chercher à faire quand on crée des images qu'on veut un petit peu Instagram. C'est le look qu'on retrouve pas mal sur Instagram. Donc là, je vais casser encore plus les ombres, histoire de récupérer notamment cette montagne qui était un petit peu plus lumineuse, et je veux qu'elle soit pareil complètement noire. On s'occupera des points de la ville juste après, pas d'inquiétude. Je vais voir ce que ça fait si je rajoute un tout petit peu de lumière ici. Ouais, ça va être un peu trop... quelque chose comme ça. Voilà, on peut regarder ce qui se passe avant et après la courbe des tonalités. Là, je suis pas convaincu de ce qui s'est passé au milieu pour les nuages. Donc on va essayer de refaire quelque chose d'un peu plus naturel. Voilà. Donc là c'est plus naturel. On a vraiment toute la montagne qui passe en silhouette complète grâce à ça. Et on affecte très peu le ciel, mais globalement on était déjà satisfait du rendu du ciel. Donc c'est plus ou moins ce qu'on cherchait. Et après, on a depuis les dernières versions de Lightroom, 3 nouveaux sliders qui sont apparus, qui sont les courbes de tonalité pour chacune des couleurs. Alors que je maîtrise pas encore tout à fait. Donc je me fie globalement à mon œil pour ce genre de choses, mais en gros, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est la même idée, c'est qu'on va affecter le comportement du canal bleu, suivant qu'il affecte plus ou moins les ombres ou plus ou moins les hautes lumières. Donc là, on va avoir un canal bleu qui va être beaucoup plus jaune au niveau des hautes lumières, et on pourrait décider qu'il est beaucoup plus bleu au niveau des basses lumières. Et se retrouver avec un look complètement étrange. Cela étant, c'est sans doute ce vers quoi on va partir sans l'accentuer à ce point-là. Donc si on regarde avant et après, eh bien on va rajouter un petit peu de chaleur dans ces hautes lumières et rajouter un petit peu de froid, donc avec le bleu, dans les basses lumières. De la même façon, on va pouvoir jouer sur les autres sliders. Donc pareil, le canal vert, donc on va retrouver un petit peu dans le ciel puisqu'il y a des composantes un petit peu bleuâtres, un petit peu verdâtres, notamment ici. On va pouvoir décider qu'il tape plus dans le magenta ou plus dans le vert. En l'occurrence, on a sans doute envie de le remonter un petit peu et pareil de baisser un peu les ombres de ce côté-là, puisqu'on va avoir une couleur plus typée ombre, on va dire. Dans le magenta, c'est souvent une couleur qu'on va retrouver dans les ombres en photo, et le vert qui se marie bien en général avec les teintes de ciel, à mon humble avis. Et au niveau du canal rouge, c'est toujours celui que je trouve un peu plus agressif. Et donc j'essaye de faire des choses un peu plus modérées en général avec celui-là. Voilà, peut-être un peu trop bleuté. Voilà, mais je pense qu'on est pas mal comme ça. Donc si on regarde l'image qu'on avait au début, c'est celle-ci. Et l'image avec laquelle on se retrouve sans courbe des tonalités, ça va être celle-ci. Donc avant tout edit, avant qu'on passe par la courbe des tonalités, et après. Donc on se rend vraiment compte que cette courbe de tonalité va nous permettre de vraiment jouer avec les couleurs sans rentrer dans ce petit panneau qui nous permet de jouer avec chacune des teintes précisément. Et on arrive donc à ce panneau-là. Quelle chance, la transition est bien faite. Et donc là par exemple, on a des tons violets un peu étranges, un peu bleutés, sur lesquels on va pouvoir venir jouer, histoire de les rendre un peu plus magenta, un peu plus rose. On va pouvoir augmenter un petit peu leur saturation et un peu leur lumière, leur luminosité. Je regarde vraiment quel ton ça affecte. Vous pouvez faire ça, c'est pousser à l'extrême les sliders, histoire de vraiment voir quelle zone de l'image vous allez affecter quand vous allez appliquer. En fait là ce qui me dérange c'est qu'il y a ce petit contour
qu'on voit autour du nuage. Et qui est affecté un petit peu par ça. Et un petit peu par ça. Et du coup, faire des choses très différentes sur ces deux sliders fait qu'il y a un rendu un peu étrange. Faire quelque chose comme ça. On se retrouve vraiment avec un ciel magenta de ce côté-là. Je pense que j'ai un tout petit peu trop crop au-dessus. Puisqu'on perd le haut du nuage. Ouais, ça va être mieux comme ça. Ok. Je pense qu'au niveau des jaunes et des oranges, donc la partie centrale, on n'a pas trop envie d'y toucher. Je pense qu'elle est pas mal. Ouais, on va réinitialiser ça. C'était très bien comme c'était. Ah, ça tranche un peu trop en vrai. Alors on va faire comme ça. Donc là on fait disparaître l'espèce de frange bizarre. On va appeler ça une frange. Même si c'est pas exactement le cas. Mais vous voyez la séparation abrupte entre l'extérieur du nuage et l'intérieur. Donc là on arrive à la faire disparaître en jouant comme ça. Et on va pouvoir réaffecter l'intérieur du nuage mais sans réappliquer ce contour bizarre en remontant la partie orange, donc qui était vraiment la partie intérieure. On va pouvoir augmenter un peu la luminosité je pense, histoire d'augmenter un peu le contraste. Et d'augmenter un petit peu l'intérêt de ce nuage. Et peut-être baisser un petit peu la saturation, histoire de pareil, le rendre un peu plus clair, un peu plus blanc. Et un peu moins orangé. Donc ça on va éviter de trop y toucher aussi je pense. Comme ça c'est pas trop mal. Bon au final j'avais dit qu'on partait sur sur un edit un petit peu rosé au début parce que c'est les teintes, je me disais qu'il allait rendre bien, c'était les teintes que je voyais dans le ciel. Mais au final ce look un petit peu orangé rend quand même, je trouve, beaucoup mieux. Et surtout avec cette partie là où on va vraiment avoir l'impression que ce soleil est encore là alors qu'il est déjà couché depuis longtemps. Ça c'est la magie de l'edit et c'est souvent des choses dont on se rend compte au moment de l'édition. Et donc on peut partir sur un look complètement différent que ce qui était prévu à la base. Alors, on est passé un petit peu sur tous les onglets, pardon. Et j'ai juste deux choses que j'ai encore envie de faire, c'est des petits réglages locaux. Tout d'abord, j'aimerais bien donner vraiment l'illusion qu'il y a un soleil ici. Donc on va rajouter un petit filtre radial qu'on va inverser, histoire, vous pouvez appuyer sur O pour voir ce qui est affecté, donc ça va être les zones rouges. Donc là toute la partie extérieure est affectée et si vous inversez ça va être la partie intérieure qui sera affectée par ce filtre radial. La touche O à nouveau pour désactiver ce masque et on va pouvoir augmenter peut-être un petit peu l'exposition comme ça au centre. Voilà, quelque chose comme ça. Et on va pouvoir venir cliquer ici pour activer et désactiver ce masque pour voir un petit peu le avant-après. Tac. Comme ça c'est pas mal je trouve. Et j'aimerais bien juste augmenter un petit peu la clarté de cette lune, puisqu'elle était quand même très jolie. Et ça serait dommage de ne pas en profiter. Elle a accepté de se montrer et de poser pour la photo. Il faut en profiter. Donc pareil on va inverser histoire que ça affecte que l'intérieur. Et on va augmenter sans doute un peu la texture et un peu la clarté. Alors, ce que vous pouvez faire dans ce genre de cas, c'est comme là vous voyez, j'arrive à affecter la lune, mais aussi tout ce qu'il y a autour. Donc vous pouvez cliquer ici sur masque de gamme, et cliquer sur luminance, qui vous permettent d'avoir comme dans Photoshop, un masque blanc-noir on va dire. Donc, si vous, encore une fois, appuyez sur Alt, et cliquez sur le slider pour rendre compte de ce que ça fait. Donc c'est vraiment les mêmes masques qu'on retrouve sur Photoshop. Et ce qu'il faut se dire, c'est que ce qui est en noir, le filtre ne sera pas appliqué dessus, et ce qui est en blanc, le filtre sera appliqué dessus, avec toutes les teintes, tous les tons de gris entre, qui vont être plus ou moins appliqués du coup. Et donc là vous avez un masque de luminance, donc ça veut dire qu'on va se baser sur les pixels lumineux
ou moins lumineux de l'image de base pour appliquer ou non ce filtre. Donc si j'augmente le masque à fond, eh bien on n'arrive pas encore tout à fait à la voir. Et on va pas réussir à monter suffisamment pour le faire. Donc au final dans ce cas là, comme le ciel est trop proche en termes de luminosité de la lune, ça va être pas faisable. Mais c'est une option qui est importante à connaître. Du coup on va passer par la deuxième méthode qui est de tout simplement peindre sur notre masque. Donc vous sélectionnez effacer afin de pouvoir effacer voilà comme ceci. Et vous allez maintenir la touche CTRL qui vous permet d'effacer en suivant des contours. Donc là par exemple si je peins grossièrement comme ça, et ben mon masque va quand même suivre le contour de la lune et n'effacer que l'extérieur de celle-ci. Donc là si j'appuie sur O, vous voyez que l'intérieur de la lune est toujours affecté. Hop, on peut en profiter pour s'assurer qu'on a bien tout effacé à l'extérieur. Hop, comme ceci. Et on va peut-être remettre un petit coup. Donc pareil, on va appuyer sur A pour passer sur un outil d'ajout. Et appuyer sur CTRL pour peindre uniquement l'intérieur de la lune. Hop, comme ceci. Et on va repasser sur effacer, histoire de s'assurer que on a quelque chose d'assez naturel. Comme ça me paraît pas mal. Allez, on dit que c'est bon. Peut-être remettre un petit coup par en dessous. Pardon, c'était plus comme ceci. Donc au final, on aurait sans doute pu le faire avec un pinceau, ça aurait été sans doute plus logique, puisqu'au final, c'est globalement ce qu'on fait. Hein. On a peint aux endroits qu'on voulait. C'est l'habitude d'utiliser des filtres pour tout. Hop. Ce que vous pouvez faire pour zoomer et vous déplacer quand vous êtes en sélection, c'est appuyer sur la touche espace, parce que là si vous voyez, si j'appuie, si je fais clic gauche, au lieu de zoomer ou de dézoomer, bah, je suis en train de peindre, et donc si vous appuyez sur espace, vous passez en mode sélection, donc en maintenant le clic gauche, vous pouvez vous déplacer, et en appuyant et en faisant juste un clic, tout simplement, vous pouvez zoomer. Donc voilà, encore une fois, un petit tips important à connaître. Hop, on va pouvoir faire quelque chose comme ça, donc là on a une lune bien vénère, qu'on va vraiment bien voir dans le ciel. Et je vais peut-être même un peu tricher sous Photoshop et venir l'augmenter encore. Est-ce qu'on a encore des choses à faire ici? Je ne pense pas. Peut-être essayer de tuer encore un peu plus ces ombres de ce côté-là. Non, tant pis. Ah, ça a lagué un peu. Non, tant pis, je pense que c'est bon. On a une légère frange. Je pense que ça sera pas gênant. Parce qu'on va pas s'en rendre compte de loin. Comme ça, un panorama, faut imaginer que la photo va vraiment se voir de loin. Donc c'est pas très gênant. Et on va maintenant passer à l'édition sous Photoshop. Tac. Et pour ça, vous faites un clic droit, modifier dans Adobe Photoshop 2021. Tac. Et donc là, ça va s'occuper de lancer automatiquement Photoshop et de vous ouvrir l'image pendant ce temps-là. Hop, petit écran de transition. Alors que Photoshop est en train de s'ouvrir, comme vous le constatez. Tac. Sachant que actuellement dans les offres d'Adobe, vous avez 3 offres dédiées à la photo hors Creative Cloud. Vous avez une première offre qui s'appelle l'offre Lightroom, qui vous permet d'obtenir la version mobile et tablette de Lightroom, donc qui est maintenant l'application qui s'appelle Lightroom, puisque l'application sur laquelle on vient de développer, on l'appelle Lightroom par abus de langage, mais c'est maintenant Lightroom classique.
Donc cette offre qui est à 11,99 me semble-t-il, qui vous permet d'avoir donc cette application mobile, tablette, et il y a une version PC, qui est beaucoup moins complète. Et vous avez en prime 1 Tera de stockage dans le cloud d'Adobe. Vous avez une deuxième offre à 11,99 elle aussi, qui est l'offre que moi j'ai, et qui est du coup l'offre photo la plus adaptée je trouve, qui contient du coup 20 Go seulement dans le cloud, mais en plus de Adobe Lightroom normal, donc la version mobile des tablettes, dont il existe aussi une version PC mais qui est nulle à chier, vous avez Lightroom classique, donc qui est le logiciel sur lequel on vient d'éditer, et vous avez en plus Adobe Photoshop. Donc pour 11,99 vous avez les deux applications principales, Lightroom et Photoshop, que tout bon photographe se doit d'avoir, ou en tout cas leurs équivalents, que ce soit Luminar, la suite Google, DxO, je sais plus quoi, machin. Donc voilà, 11,99 et après vous en avez une troisième à 14,99 ou 17,99, je sais plus. Mais donc c'est les mêmes logiciels et à la place de 20 Go dans le cloud, c'est 1 Tera à nouveau. Bon, comme je n'utilise pas le cloud et que moi je stocke tout en local, je n'en ai pas besoin. Et c'est pour ça que moi j'ai celui-là. Si vous avez un PC un peu lent comme le mien, vous allez peut-être avoir ce genre de message d'erreur. Le fichier n'a pas pu être modifié car Adobe Photoshop 2021 n'a pas pu être lancé. C'est faux, Adobe est en train de se lancer, Photoshop est en train de se lancer. Et vous vous inquiétez pas, vous ne touchez pas à ce message, vous attendez juste que votre PC ait fini de traiter tout ce qui se passe et que Photoshop soit ouvert. Donc là il est encore en train de travailler. Et je remets cet écran en attendant. Alors on ouvre Photoshop pour faire 3 choses. Tout d'abord on se souvient que le balcon là, en gros j'ai un toit, j'ai un toit juste au-dessus ici que je veux faire disparaître, puisque c'est très moche, hein, ça n'a rien à faire sur cette photo. Ensuite j'aimerais voir à quel point je peux faire disparaître les buildings. Je pense que ça devrait être relativement faisable comme il y a assez peu de détails et que même s'il y en avait, comme ils sont cassés par les ombres, et ben on va pas se concentrer dessus. Donc je pense que ça encore on peut le faire disparaître. Et j'aimerais augmenter un tout petit peu la lune, la faire grossir un peu en taille, histoire qu'elle devienne un point d'intérêt de l'image, et pas juste un tout petit tas de pixels perdus au milieu. Le PC en PLS, va-t-il le faire? 8 Go de RAM ce n'est évidemment pas assez si vous voulez utiliser Lightroom et Photoshop en même temps. Il en faut 16, c'est recommandé rien que pour l'utilisation de Lightroom uniquement. Alors si vous lancez Photoshop qui est assez gourmand lui aussi, il faut évidemment oublier les 8 Go de RAM. Là comme en plus je suis en train de record tout ça, on est sur une PLS de mon PC qui vient de black screen. J'ai un curseur d'attente alors que mes deux écrans sont noirs. La PLS est réelle. Pipou pipou. Revoici mon écran. La RAM n'a pas l'air tout à fait au point cependant. La RAM n'est pas du tout consentante pour ce qui se passe actuellement. Allô? Allô? Allô, allô? J'ai l'impression que le record a du mal aussi du coup, à la RAM en PLS. J'ai pas de warning cela étant, donc c'est peut-être juste le retour du record qui a du mal. Le PC ne sait plus ce qu'il fait, hein. Le PC est en train de brûler, je vois des petites flammes sortir de ma tour. Ah! Du nouveau. Hop là, du nouveau, regardez, une petite barre de progression. Je ne sais pas d'où elle vient, je ne sais pas si c'est Lightroom ou Photoshop, mais il y a une barre de progression, et ça c'est pas mal. Oh, ce Photoshop, incroyable.
que c'est fini que je perds mon temps. C'est vraiment ce qui est en train de se dire mon PC, on aurait dû se dire adieu parce que là c'est fini. Alors normalement vous allez avoir une pop-up de Photoshop. Pipipou, pipipilou, pipipou, pipipilou. Peut-être un jour, alors peut-être le joueur français, la francophonie représentée par Photoshop aujourd'hui. Oh oui, 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 oui. Je l'ai pré-shot, elle est là. Alors, il nous demande comment on veut ouvrir cette image. Est-ce qu'on veut supprimer le profil incorporé, convertir les couleurs du document sur l'espace de travail, ou préférer le profil incorporé à l'espace de travail. Je vous conseille toujours cette troisième option. En tout cas moi, c'est ce que j'ai constaté être le mieux, qui vous permettre de garder les couleurs que vous aviez dans Lightroom au sein de Photoshop. Donc là, on clique sur OK et on repart pour 40 minutes d'attente approximativement. Normalement c'était une blague et il est plutôt rapide à ce moment-là, parce que le gros du travail est fait. Mais là peut-être que je lui en demande trop et qu'il a envie de mourir. Oh, j'ai vu une petite barre de chargement, une demi-seconde. Par exemple, on peut noter que la musique n'est plus du tout n'est plus du tout à jour. Il s'agit plus du tout d'adieu de kicker ça. PC a rendu l'âme. Peut-être un petit coup de pause play. Pause. Play. Play. Ah oui, incroyable. Mamie de PLK. On est bon là. On est bon, on sait ce qu'on fait. Tac. Alors, Photoshop a finalement daigné s'ouvrir. On se retrouve. Il a même daigné s'ouvrir 2 fois. Annulé. Annulé. On a là notre photo. Ah non, c'est pas la bonne. Parce qu'en gros, Photoshop préfère bosser avec des tifs. Hop, donc on va bien on va refaire ça. Chut, bien se passer, bien se passer. Allez, bien se passer, clic droit peut-être. On va trouver du travail. Bien se passer. Alors peut-être. Alors peut-être, clic droit, modifier dans Adobe Photoshop 2021. Paf, et là normalement ça devrait être instant puisque c'est déjà ouvert, que la RAM est déjà en train de mourir, donc il ne peut lui arriver rien de pire. Modifier l'original puisque c'est la photo qui a été créée pour Photoshop, donc autant s'en occuper directement. Pas besoin de créer une nouvelle copie, c'est juste qu'on a merdé au moment de l'ouverture. Je sais pas pourquoi il m'a ouvert DNG et TIFF. Enfin, en vrai je sais un peu pourquoi, c'est parce que j'ai refait un clic droit ouvrir avec. Mais je sais pas pourquoi dans un premier temps il ouvre DNG. Ce n'est pas le comportement normal. Alors encore une fois, préférez le profil incorporé. Donc on se retrouve bien avec notre TIFF, on va fermer le DNG. Ça dégage. On veut pas enregistrer les modifications, on n'y touche pas. Et voilà, on se retrouve bien avec l'image qu'on avait ici. Donc qui est l'image qu'on a éditée. Hein. Cette image. Hop là, cette image là du coup. Qui s'appelle donc Panorama DNG. Créer une copie en Panorama Edit TIFF. Qui est donc celle qui est ouverte dans Photoshop. Voilà, c'est compliqué. La vie, c'est pas toujours simple. Mais on s'en sort. Donc là l'idée ça va être d'isoler les zones qu'on veut modifier. Donc il y en a une première, c'est très simple, c'est ce gros truc horrible. Qui est un triangle, donc l'outil rectangulaire qui est en train de tuer ma RAM à nouveau. Je ne sais pas ce qui se passe, Windows est en train de mourir. N'est sans doute pas adapté. Donc on va plutôt prendre celui-là. L'outil lasso, donc il y en a 3 types. L'outil lasso main libre, en gros vous dessinez un truc, c'est très moche, ça fonctionne, vous avez une sélection. L'outil lasso est et la RAM. Je crois que la RAM est finalement décédée. Elle a rendu l'âme. Mais je m'aime plus. Laisse tomber. C'est vraiment mon PC, hein. Mon PC joue à chaque fois sur les paroles. Allô. Alors voilà. Alors pour changer d'outil d'ailleurs, vous clic gauche, vous maintenez enfoncé clic gauche, hop, et vous sélectionnez, vous maintenez enfoncé, vous glissez déposé, pardon, jusqu'à tomber sur le bon truc. Alors polygonal, en gros, ça vous permet de
former un polygone en faisant des clics gauche à chaque fois, donc c'est ce qu'on veut utiliser dans ce sens-là, enfin dans ce contexte-là. Et magnétique, ça va suivre les contours au maximum. Hop, donc là on a fait notre zone qui, vous voyez, hop, si je fais ça, tac, on est bien sur la zone du ciel qu'on veut éditer. On va taper un peu large parce que là par exemple il y a un petit truc bizarre. Donc voilà, on tape toujours plus large. Dans le doute, ça passera mieux. On va ensuite se venir dans édition et remplissage d'après le contenu, qui est une super fonctionnalité de Photoshop, et qui va donc générer de l'information sortie d'on ne sait où, d'après le reste de l'image. Donc là on espère que Photoshop fera un travail correct, et nous générera des beaux pixels de ciel, puisque c'est quand même un petit peu l'idée. Alors je vous assure que normalement, même avec 8 Go de RAM, ça va plus rapidement. Là peut-être que j'ai un peu malmené mon PC aujourd'hui. Peut-être que, qui plus est le fait d'avoir Lightroom et un edit d'ouvert, et un record d'ouvert, pardon, il est au bout de sa vie, mais je vous assure que normalement c'est un peu plus rapide. Là il est vraiment en train de décéder le pauvre. Donc, ici vous avez un aperçu qui va très bientôt être mis à jour. On voit qu'il travaille en bas à droite. Et avec un peu de chance, paf! Oh! Incroyable. Appu. C'est quand même fantastique la magie de la technologie. Il vient de nous faire disparaître notre truc dégueulasse en une demi-seconde. Donc là on clique sur OK, hein, puisque bah, c'est parfait. Je suis tout à fait satisfait de ce travail. Et voilà, il n'y a plus. Donc là vous pouvez cliquer sur CTRL et D, si vous êtes sur Windows encore une fois, pour désélectionner. Donc CTRL D, ça désélectionne. Et on se rend compte que, bah, honnêtement, je ne suis pas capable de faire la différence entre ce qui était là et ce qui ne l'était pas. Et c'est quand même plutôt pas mal. Deuxième point, les buildings dégueulasses. Alors encore une fois, on va faire un contour polygonal à la schlag. Hop. Alors Photoshop est parfois un peu capricieux. À chaque fois, je me demande un petit peu comment on se déplace quand on a un outil. On va juste venir mettre la souris dans les coins de l'écran. Hop. Et venir tracer une zone autour de nos bâtiments. Un truc un peu grossier, on n'est pas là pour faire l'image du siècle, hein. Ça m'étonnerait que ça donne l'image du siècle à la fin, mais on sait jamais, on sait jamais. Alors venons gommer tous ces bâtiments, avec un peu de chance ça marchera. Donc vous voyez que, bon, là comme il fait déjà du bon taf de base, je vous ai pas expliqué, mais vous allez pouvoir venir expliquer dans quelle partie de l'image il doit taper pour créer des nouveaux pixels. Et donc là vous voyez qu'il a décidé que c'était dans le haut de la montagne, vous auriez pu dire, ouais mais en fait le ciel c'est une bonne partie aussi, et rajouter de l'info ici. Ça me paraît pas très pertinent en l'occurrence, je pense que Photoshop a relativement raison, donc on va venir gommer tout ça. Et voilà. On va cliquer sur OK. Tac. On attend que ça travaille. Là on lui a filé pas mal de boulot, donc c'est normal que ça prenne un peu de temps. Et bon, il a gommé. On a encore un petit peu de détails. On voit quelques ombres. On va dire que ça fait le taf. De toute façon, c'est un peu le look qu'on voulait, hein, ce look silhouette. Et il nous reste donc notre dernier truc qui était la lune. Alors déjà, on va la fixer, je pense. On va lui dire que finalement, une lune, c'est quand même vachement mieux quand elle est pointue de deux côtés. Donc on va venir récupérer ce petit bout là. Hop. On va venir le copier. CTRL C, CTRL V pour le coller. Tac. On a donc un autre morceau de lune. Incroyable ça. On va appuyer sur CTRL T pour passer en mode transformation. On va pouvoir faire une transformation verticale comme ceci. La faire pivoter un petit peu. Tac. Et là, venir la coller grossièrement comme ça. C'est pas mal là comme ça. Hop, on va pouvoir peut-être la grossir un tout petit peu. Elle était reine un jour, la voilà en galère. Elle a la haine d'amour, c'est pire qu'un mal de mer. Elle fonce à travers la brume et ouais. Des épaves partisanes, bercées par le bruit du vent, le temps et la vitesse. Tac, on va
la faire tourner un tout petit peu plus comme ça. Je pense que ça sera plus naturel. Ouais, voilà. Là, il a une bonne forme d'ongle. C'est pas mal. Et comme vous pouvez voir, il y a un petit contour bizarre, mais c'est normal puisqu'on a copié un bout. Donc on va venir faire un masque de fusion. Hop, comme ceci, on clique dessus. Et donc là, c'est le même principe que ce que je vous expliquais tout à l'heure sous Lightroom. Vous allez vous retrouver avec un masque tout blanc, et vous allez pouvoir peindre en noir, ou gommer, tac tac tac, l'outil gomme qui est ici, pardon, gommer en blanc. Et donc là, vous allez affecter que les zones noires, et les zones blanches ne seront pas gardées. Donc hop, on va venir annuler tout ça, ça sera plus simple. Et on va venir zoomer là-dessus. Zoomer. Et on va vouloir prendre notre petit pinceau qui est donc en couleur noire, baisser un petit peu sa taille. Voilà, quelque chose comme ça. Et on va vouloir venir peindre autour jusqu'à virer toute la partie qui était un petit peu bizarre. Voilà, on va pouvoir mettre un petit coup ici histoire de rendre la fusion des deux côtés plus douce. Et là on se retrouve avec quelque chose, en gros la lune, voilà. On a fait ça. Et ça rend très bien. La lune était toute moche avant, elle est toute jolie maintenant. Clic droit, fusionner vers le bas. Hop là, on se retrouve avec notre lune. Alors la lune par contre, on se souvient qu'on voulait l'augmenter, c'était comme ça à la base. Donc là on l'a fixée, elle est jolie, et elle a une belle forme d'ongle, mais on va venir quand même l'augmenter maintenant. Donc pareil, on sélectionne la lune, CTRL T pour passer en mode édition, en mode transformation, pardon. Et on va pouvoir venir directement, tac, agrandir. On va dézoomer un peu, histoire de se rendre compte à quel point on est en train d'abuser. Parce que si je fais quelque chose comme ça, c'est vraiment de l'abus. Ouais, ça va, hein. Je vais prendre de touche. Je pense qu'on peut même encore l'augmenter un peu. Et on va venir faire un petit coup de filtre, renforcement, accentuation peut-être. Peut-être accentuation. En gros, j'aimerais la rendre un peu plus nette. Tac tac tac. Je suis vraiment pas un expert en Photoshop. Plus nette peut-être. Peut-être tout simplement plus nette. On va annuler par contre, je pense que c'était pas ça. Et netteté optimisée. Voilà, c'est ça que je veux. Y'a pas un aperçu qui se monte normalement? Ah merci. Ouais, on va faire quelque chose comme ça. Et là, vous voyez que si je désélectionne, eh ben, on se rend compte qu'il y a une arnaque, hein, puisque tous les contours sont absolument dégueulasses. Donc on va tout de suite venir fixer ça, en faisant à nouveau un petit masque de calque, comment ça s'appelle? Petit contour polygonal. Alors encore une fois, je ne suis pas un expert de Photoshop, ceci n'est donc probablement pas la bonne méthode de le faire. Mais tant que ça fait son taf à la fin, c'est une bonne méthode de le faire. Donc là on a sélectionné la lune, c'est pas du tout ce qu'on veut faire, donc on va venir faire CTRL Maj I pour intervertir. Donc là c'est toute l'image qui est sélectionnée, hop. Au lieu de juste notre lune. Et on va venir... comment je vais pouvoir faire ça? C'était pas la bonne façon de faire. Hop, on recommence. On va venir sélectionner déjà notre... C'était pas la bonne façon de faire depuis le début. On a fait n'importe quoi, on va admettre qu'on a fait n'importe quoi, on va tout annuler. Hop. Donc ça c'était l'image de base. Voilà. Donc on va déjà dupliquer ce calque en faisant CTRL-J. Tac. Et sur l'autre calque, on va venir sélectionner la lune, faire CTRL Maj I pour intervertir et supprimer pour supprimer tout le reste du calque. Donc là on se retrouve avec un calque qui ne contient que notre lune. Donc c'est plus ou moins ce qu'on veut. Et ce calque là, on va pouvoir faire CTRL T, le transformer et augmenter la taille de la lune comme on le souhaite. Donc là peut-être qu'on est un petit peu en train d'abuser. Voilà, on va venir la réduire un tout petit peu.
tac. On se retrouve avec une lune qui est bien plus importante que sur l'image de base. Bien, on a positionné un petit peu plus au centre du ciel où elle devrait être, tac, quelque chose comme ça. Donc on se retrouve avec une lune qui est plus intéressante, un sujet qui est un peu plus clair que sur l'image de base, et avec un problème qui est que le contour est dégueulasse. Donc là, encore une fois, on peut passer par un masque de fusion, tac. Reprendre notre petit pinceau noir, augmenter un peu sa taille ce coup-ci, et venir juste gommer les contours, tac, afin de rendre cette fusion de la lune plus nette. Et là on se retrouve avec un problème, puisque on a donc un calque qui contient la lune, qui est celui-là, et un calque qui contient le ciel, et qui contient aussi l'ancienne lune. Et du coup, comme ils sont pas exactement superposés, on va avoir deux lunes. Donc ce qu'on peut faire, c'est venir sélectionner ce calque, venir prendre un outil qui est l'outil de duplication, tac, venir appuyer sur Alt pour dire à quel endroit il doit sélectionner les motifs, et venir juste peindre par-dessus. Alors si on pouvait juste avoir une opacité de 100%, ce serait quand même mieux. Tac, et voilà. J'ai été un peu trop loin, un peu trop vite, tac. S'assurer que je fais pas de bêtises. Voilà. Donc là on est venu enlever la lune sur ce premier calque, et maintenant on va pouvoir réactiver notre nouvelle lune, et on se retrouve donc avec une image, avec une lune plus grande, où on n'a plus de toit en haut, et on n'a plus de bâtiment en bas. Donc je vais pouvoir enregistrer ça, CTRL S, et là normalement elle va revenir directement à l'intérieur de Lightroom. C'est une image assez grosse, ça prend du temps. Tac 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 tac, enregistrement 65, 66, 71, ça ne s'arrête plus. Ça va s'arrêter à 95, hein, spoiler. 95 en général, il y a un petit freeze. Même pas. Ça a été très smooth. Et donc là, si je reviens dans Lightroom, hop, et qu'on va sur l'image numéro 11, qui est la nouvelle image qui était dans Photoshop. Et hop là, incroyable. Donc, si je vais dans ma bibliothèque, que je passe dans ce mode là, tac, et on va pouvoir se rendre compte de l'avant et l'après avec Photoshop. Et pas tant, n'est-ce pas? Donc ça c'est avant Photoshop, paf, ça c'est après. On voit donc bien que notre lune, on l'a bien agrandie, ce qui fait qu'elle est pas mal plus intéressante, qu'on a récupéré un bout de ciel qui existait même pas avant, et voilà. J'ai juste un dernier truc que j'ai envie de faire du coup après ce passage dans Photoshop, c'est remettre un petit filtre linéaire ici, et venir tuer un petit peu les couleurs de ce ciel, en le rendant un peu plus sombre. Voilà. Je trouve ça un peu plus naturel du coup. Et peut-être un peu plus bleu, histoire de matcher un peu le reste des couleurs qu'il devrait y avoir à ce moment-là, je pense. Tac. Donc le avant, le après, je pense que c'est un tout petit peu mieux. Peut-être un peu plus loin. On va pouvoir venir baisser un peu la texture et la clarté, histoire de rendre ça moins impactant. Oups, je zoomais, c'est pas ce que je voulais faire. Si on passe en plein écran, qu'est-ce que ça donne? C'est pas mal du tout. Voilà, on peut venir mettre peut-être une dernière touche avec un tout petit peu de vignetting. Vignetting, c'est ma grande passion. Et on se retrouve avec, en image finale, quelque chose comme ceci. Et honnêtement, je trouve que le rendu est pas si mal. Je pensais pas arriver à quelque chose d'aussi qualitatif avec l'image de départ. Pardon, on va rester ici puisque je voulais juste faire un petit avant-après. Double L pour passer en mode noir complet. N'hésite pas par contre. Voilà, merci. Donc ça, c'est l'image qu'on a. N'hésite pas là, encore une fois à la charger. Ça, c'est l'image de départ. Donc avec tous les bâtiments qui étaient en pleine lumière, qui étaient dégueulasses, avec le toit tout en haut. Et on arrive à la fin du traitement à quelque chose comme ça, une image qui honnêtement n'est pas... je vais pas l'imprimer et l'accrocher sur mon mur de bain, mais ça reste une belle image honnêtement pour ce traitement là. Et puis l'idée c'était de voir un petit peu
tout ce développement d'un panorama, comment Lightroom le prenait en charge, repasser un petit peu sur tous ces onglets et l'utilité et l'utilisation de chacun. On est rentré un petit peu dans les détails de comment marchent les courbes des tonalités, que ça soit sur cette courbe générale ou sur chacun des canaux RGB. On a vu un petit peu comment utiliser Photoshop, sans que je sois un expert de Photoshop, c'est toujours intéressant d'avoir quelques notions, histoire de pouvoir, bah voilà, là vous avez un toit que vous voulez pas conserver, bah c'est intéressant de connaître les 3 outils nécessaires, histoire de pouvoir le faire sauter. Donc voilà, on a vu un petit peu tout ce panel d'outils qui sont à la disposition des photographes en 2020, et ça, c'est quand même stylé. S'il y a quelque chose qu'il faut retenir de l'année 2020, c'est que c'était une année de merde, hein, ça n'a rien à voir, les outils de photo étaient déjà là avant. C'était pas un super message pour une fin de vidéo. Mais c'est la fin quand même. Allez, salut!